Thomas Porcher, donc vous étiez présent ce matin. Je suis pour un État stratège. C'est vous l'État Ouais, stratège. c'est moi. Et je rappelle que vous êtes professeur associé, c'est toujours vrai, à Paris Paris School of Business, qui n'est pas Dauphine, attention. Non, non, c'est c'est autre PSL chose. Dauphine, voilà. Parce qu'après, Dauphine me crie dessus. Et je crois qu'ils n'assument pas ce que je dis ou ce que je défends, donc ils me crient souvent dessus. Quand il y a des erreurs comme ça, parce que moi je me présente toujours en Paris School of Business, puisque c'est mon salaire, c'est mon institution principale. Parfois il y a des petites erreurs comme ça en me présentant Dauphine. Puis je reçois des mails du service juridique de Dauphine disant oui, tu ne dois pas dire des choses comme ça avec Dauphine. Bon, donc il faut faire attention à ça, Oui, d'accord. oui. Voilà. Mais bon, c'est ma ma dernière année à Dauphine, donc je m'en moque. Hein. J'ai décidé de lâcher le cours après ça, un cours d'économie de l'énergie, mais bon, c'est pas grave. Et il y a un livre à présenter. Oui, là alors aussi, il y a un hein. livre très bon, le déni climatique, est très peu cher, qui coûte 10 euros, hein, donc voilà, qui explique justement cet écart qu'il y a entre le consensus scientifique et les dangers que nous a présenté Mireille, qu'elle nous a très bien présenté, hein, avec tous les rapports qui ont été faits de Stern, qui nous l'a quantifié même en argent perdu, c'est-à-dire que le coût de ne rien faire serait plus élevé plutôt que le coût de l'action. Donc voilà, tout ce que l'on connaît et ce que l'on fait dans les faits. Et là, on se rend compte qu'il y a une forme d'hypocrisie, voilà, climatique, où les gens maintenant... Et alors, il y a les vrais climato-sceptiques à la Trump qui vous disent « je n'y crois pas, ça n'existe pas, c'est une invention des Chinois », alors que les Chinois nous disaient la même chose dans les années 90. Hein. Quand on leur a parlé du réchauffement climatique dans les années 90, les émergents ont dit « attendez les amis, on commence à se développer, vous vous êtes développés, vous nous sortez une histoire de climat, c'est quoi ce truc ?» Enfin voilà. Et là, Trump dit la même chose, que maintenant c'est les Chinois qui ont inventé ça pour que les Américains ne se développent plus. Enfin bon, bref. Il y a les climato-sceptiques comme ça, et il y a les autres, l'autre forme de climato-sceptique, qui est celui qui dit oui, ça existe, mais qui après va faire la promotion des gaz de couche, va continuer à subventionner les énergies fossiles. Et ça, c'est une forme d'hypocrisie climatique, ça, pour moi. C'est la différence entre dire oui, ça existe et ne pas mettre les politiques en place. Alors, juste oui. une chose, Thomas, vous employez certains termes, et j'en ai vu apparaître un nouveau, c'est les climato-réalistes. Oui, alors oui, si c'est oui. C'est une version moderne des climato-sceptiques. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est Emmanuel Macron, c'est ça? Ah le non, gaz de non, couche en Alsace? mais je ne sais pas encore, mais l'emploi des termes climato-sceptique, bon, on voyait ce que ça voulait dire. Climato-réaliste, mais climato-réaliste, c'est peut-être un degré de plus dans l'hypocrisie. Je ne sais pas. Oui, je pense que c'est bon. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas qui est-ce que c'est, mais si c'est ceux qui ne veulent pas justement opérer cette transition et juste mettre des ajustements très minimes, comme par exemple le marché du carbone avec un prix du carbone à 5 euros, qui est plutôt une incitation à continuer le système plutôt qu'à changer, oui, ça c'est une forme de climato-réalisme peut-être. Alors, je vais commencer donc, sur les chapeaux de roue. C'est bien, il faut... les dangers sont là, ils ont très bien été exposés. Je ne vais pas revenir avec plus de chiffres, mais quand même, si on veut rester... Aujourd'hui, à la conférence de Paris, on a signé un accord, ça a été dit ce matin par Jean-Marie Chevalier, avec des contributions des États, des efforts qu'ils veulent faire pour lutter contre le réchauffement climatique, qui nous amènent à 3,5 degrés en 2100, alors que la limite est à 2 degrés. 1,5 même est noté dans l'accord de Paris. À 3,5 degrés, bon, on ne sait pas trop où on est dans l'incertitude, et vous savez qu'on n'a qu'une seule planète, hein. Même s'il y a quelqu'un qui nous dit qu'on va mettre 1 million de personnes sur Mars, qui est un grand entrepreneur américain qui récupère pour le coup, lui, des milliards, même si la transition ne récupère pas, lui raconte des trucs comme ça, il récupère des milliards, mais bon, il s'appelle Elon Musk, peu importe, mais a priori, on n'a qu'une seule planète pour vivre, donc le bénéfice du doute, on ne peut pas l'avoir là-dessus. Voilà, on peut l'avoir sur plein d'autres choses, mais là-dessus, on ne peut pas l'avoir. Alors pour ça, il faudrait, première chose, selon certaines études, laisser à peu près 2/3 des énergies fossiles sous terre, des réserves prouvées, les réserves que l'on connaît actuellement, qui ont été dites hier. Il faudrait laisser 2/3 sous terre. Alors, il y a des ajustements, certains disent 80% de charbon, un peu moins. Mais grosso modo, si on faisait 2/3 de ces énergies fossiles sous terre pour rester sous la barre des 2 degrés. Le problème, c'est que nos réserves prouvées ces 10 dernières années ont fortement augmenté, hein, notamment les pétroles de schiste ou les sables bitumineux. La consommation d'énergie fossile a augmenté de 14% dans le monde entre 2002 et 2012, le gaz de 31% et le charbon, tenez-vous bien, de 55%, le plus polluant, entre 2002 et 2012. Il n'y a pas que les pays émergents, il y a une grosse partie qui vient des pays émergents, mais il y a aussi une grosse partie qui vient de pays riches. L'Australie a augmenté sa consommation de charbon, la Pologne, l'Angleterre a augmenté sa consommation de gaz, les États-Unis également, même s'ils l'ont substitué au charbon, ça a été dit ce matin. Les États-Unis ont augmenté leur consommation de pétrole. Donc même des pays riches qui ont la capacité financière et technologique
même s'ils l'ont moins financièrement, on en reparlera, et technologiques pour opérer la transition, ont consommé plus d'énergie polluante. Alors il y a eu hier le lien qui était très bon entre la croissance et la consommation d'énergie, qui est vrai. Moi j'ai un autre graphique, je ne l'ai pas ici mais je vais vous le dire, qui est le lien entre l'indice de développement humain et la consommation d'énergie. Et vous savez, au début, vous avez une corrélation parfaite. Quand vous vous développez au début, quand l'indice de développement augmente, la consommation d'énergie augmente. Puis à un moment, l'indice de développement humain stagne. C'est-à-dire que même si on consomme plus d'énergie, en termes de développement humain, on n'est pas plus développé. Et vous avez tout un tas de pays, encore une fois des pays riches, l'Australie, les États-Unis, le Japon, qui consomment beaucoup plus d'énergie, et cette consommation d'énergie n'a aucun impact sur leur développement humain. C'est-à-dire qu'ils pourraient faire facilement des économies d'énergie sans porter atteinte à leur niveau de vie ou à leur cadre de vie. Ça, c'est une réalité. Et là, encore une fois, ce sont des pays riches, ce n'est pas les pays émergents, la Chine ou l'Inde qu'on aime montrer du doigt, ce sont des pays riches qui pourraient faire ces politiques-là et qui ne les font pas. Alors, face à ce défi majeur global qu'est la transition énergétique, nous avons une très bonne réponse en Europe, c'est le marché. Alors, il y a un livre vert de la Commission européenne qui est hallucinant, où ils vous disent « c'est au marché de trouver les solutions ». Je ne sais pas si quelqu'un a déjà rencontré le marché. Le marché, c'est la main invisible. Vous savez, cette main invisible, donc elle est invisible par définition de notre économiste suisse. Enfin, le marché, c'est soi-disant une multitude d'acteurs qui arriveraient à une espèce d'équilibre. Enfin, moi, je lis dans des bouquins de très bons chercheurs, des essais où ils disent oui, le marché nous permet d'atteindre des équilibres intéressants, stables. Enfin, je ne sais pas c'est quoi un équilibre stable. Enfin, bon, bref. Donc, c'est le marché qui doit trouver la solution. Alors bon, vous êtes bien conscient que dans le marché, ce n'est pas un homme, une voix. C'est-à-dire que moi, par exemple, sur le marché de la mode, si je dis que demain la mode est le bleu, tout le monde s'en fout. Si M. Gauthier ou Karl Lagerfeld dit que la mode est le bleu, là, il y a un impact très fort. H&M va faire du bleu, Zara va faire du bleu. Donc, vous voyez, celui qui est en position de force a un impact sur les décisions du marché. Vous comprenez ce que je veux dire? Et aujourd'hui, les énergies sont concurrentes entre elles. Alors, ceux qui sont en position de force ne nous disent pas ça. Ils nous disent « Ah non, non, on a besoin de toutes les énergies. » Oui. Enfin, M. Percebois a dit 100 milliards pour le nucléaire. M. Gauchet du CEA, c'est tout de suite jeté. Non, 700 milliards pour le renouvelable. Non, on a besoin de... Il y a une petite opposition, là, on le sent quand même un petit peu. Je vais vous donner un autre chiffre au niveau mondial. Bon, c'est pas méchant, on rigole. Je vais vous donner un autre chiffre. Au niveau mondial, vu qu'on a été de France, Europe, je donne mondial. Au niveau mondial, il y a 4 000 milliards de subventions aux énergies fossiles. C'est-à-dire 10 millions d'euros par minute, et c'est 20 fois plus que les investissements dans les énergies renouvelables. Donc on voit vraiment, là, pour le coup, une forme d'hypocrisie climatique, parce que les subventions, c'est de l'argent de l'État. Et dans ces subventions, il y a les pays de l'OCDE, le club des pays riches, bien sûr. Donc voilà, donc on fait confiance au marché. Alors on se dit c'est le marché qui va faire le tri, bien sûr, sachant que, encore une fois, comme je l'ai répété ce matin, les énergies polluantes et le nucléaire, qui n'est pas polluant en termes d'émissions de CO2, mais qui est polluant autrement, se sont développés dans des conditions extrêmement favorables, monopole public, à l'abri de la concurrence, sauf qu'aujourd'hui, on met les renouvelables face à elles en concurrence, alors que là, clairement, on n'est pas dans ce qu'on appelle à l'OMC le même level playing field, c'est-à-dire le même terrain de jeu. Il y en a qui sont très développés, en phase de maturité, et d'autres qui sont en phase d'apprentissage. Et quand on est en phase d'apprentissage, il est normal de protéger une industrie, surtout si on veut la faire arriver à la phase de maturité. Si on l'ouvre direct à la concurrence, il ne faut pas s'étonner qu'elle représente 5 à 10%, et donc des segments de marché extrêmement faibles. Alors, on s'est dit, oui, mais c'est quand même un peu dégueulasse, il faut qu'on donne un avantage aux énergies renouvelables en les subventionnant. Un signal prix. Ces signals prix, on les rend moins chers, elles pénètrent le marché, et la concurrence, bien sûr, fera le tri. Mais encore une fois, même avec tous les avantages que l'on peut leur donner, elles se développent, mais elles se développent moins vite que si nous avions fait comme le nucléaire, avec cet état, cette vision, ces emprunts qui ont été faits par EDF, etc., remboursés par le consommateur avec des taux d'intérêt extrêmement faibles, etc. Mais je veux bien l'entendre qu'il y a ce problème de dette, mais on en parlera plus tard. Alors, on nous met souvent en avant les solutions de marché, et le marché du carbone, c'est vraiment la chose qui est mise le plus en avant. Alors, il ne faut quand même pas oublier que, encore une fois, on a créé un marché du carbone en Europe, qu'on était les pionniers là-dessus, et que maintenant, même tous les pays qui créent leur marché du carbone ne veulent surtout pas copier sur le marché européen, tellement ça a été un désastre. On pensait que le prix allait arriver à 100, il est à 5. Parce qu'un marché, c'est une construction humaine. C'est un rapport de force. Et dans ce rapport de force, les gens ont négocié des quotas très élevés pour toujours avoir le droit de polluer. Ces quotas ont été tellement élevés que le prix s'est écroulé. Et qu'aujourd'hui, personne n'a changé. Et qu'il y a même des entreprises polluantes qui récupèrent de l'argent grâce au marché du carbone. Donc,
fixer un prix du carbone, moi je veux bien, c'est un instrument qu'il faut utiliser, mais est-ce que c'est une fin en soi? Je ne suis pas sûr. Le signal prix a des effets, mais il n'a pas toujours les effets que l'on veut. Et un marché, c'est une construction humaine, et parfois il peut être défaillant. Alors, mettre un prix du carbone... Thomas, ce marché, ça a véritablement démarré quand et sur quoi ça s'applique en priorité ou ça ne s'applique pas? Alors, le prix du marché, je ne veux pas dire d'erreur, il me semble qu'il a à peu près une dizaine d'années, un peu plus d'une dizaine d'années. En fait, on a voulu mettre un prix à la tonne de carbone et on a donné des quotas, donc des droits à polluer que l'on pouvait s'échanger. Mais comme les quotas ont été suralloués, bah, voilà, les prix ont... Alors, bien sûr, il y a eu la crise, il y a eu une baisse de la croissance, etc. Mais quand bien même, pour qu'un marché du carbone soit intéressant, il faudrait quoi? Il faudrait un prix élevé. Alors, certains économistes le préconisent, un prix très élevé, 100 €, ce qui est quand même un petit peu... injuste, puisqu'on va demander au Mali de payer sa tonne de carbone 100 € alors qu'il émet 0,05 tonnes de CO2 quand un Américain en émet 17 tonnes de CO2 par tête. Mais bon, on va dire aux Maliens, oui, tu te développes, tu es méchant. Bon, non, mais voilà. Donc un prix du carbone mondial. Enfin, moi, j'avais écrit avec un membre du GIEC, institution assez respectable sur le climat, qu'il fallait plutôt un prix du carbone progressif pour qu'il soit équitable et qu'il soit basé sur les émissions consommées et pas émises, parce que nous produisons de moins en moins chez nous et nous produisons de plus en plus dans l'atelier mondial qui est la Chine, qui émet de plus en plus de CO2. Puis nous lui la montrons du doigt en disant « oui, attention, tu émets des CO2 », alors que nos entreprises produisent là-bas. Donc il faudrait prendre en compte les émissions consommées, qui ont été calculées pour le coup par des gens des mines, c'est vous qui étiez aux mines tout à l'heure, par des gens des mines ou par des économistes chinois et anglais qui ont des résultats assez bons. Mais bon, c'est une autre histoire. Je continue. Donc le marché du carbone, oui. C'est une solution, mais je retiendrai une chose. Un, il faudrait que tout le monde l'accepte, et comme l'a dit Jean-Marie Chevalier, ça va être très dur qu'il y ait consensus là-dessus, parce qu'il y a des niveaux de développement différents, et que les pays de l'OCDE, donc le club des pays riches, sont responsables de 2/3 des émissions de CO2 au XXe siècle, et sont développés, alors que d'autres pays sont en phase de développement, et demandent un peu plus de marge de manœuvre, donc ce sera difficile d'avoir un consensus. Et puis n'oublions jamais, un marché n'a jamais éliminé son sous-jacent. Donc voilà, donc on découpe un petit peu, voilà, on remet à la taille, ce qui est bien. On remet à niveau, on découpe un peu le marché, mais on le resserre, mais bon, voilà. Après, je tiens à dire aussi une dernière chose, c'est que, je l'ai dit déjà hier, c'est que les prix du pétrole ont été multipliés par 5 entre 2002 et 2010. Ils sont passés de 20 à 100 $. On nous avait souvent promis, au-delà d'un prix à 40, 50 $ sur le long terme, une véritable révolution dans les modes de consommation, parce que ce serait trop dur à assumer. J'ai été très surpris, moi, comme nous avons pu, mais tous, consommateurs, producteurs, encaisser ce prix à 100 $. Et le changement qu'il y a eu n'a pas été radical. Enfin, personne n'aurait pensé, l'AIE, hein, mais je m'inclus dedans, hein, je dénonce pas. L'Agence internationale de l'énergie, en 2002, prévoyait un prix, en 2000, pardon, prévoyait un prix en 2010 à 24 $. Vous voyez, on était à plus de 100 $. Donc personne n'aurait pu penser que ce prix allait augmenter comme ça. Et personne n'aurait pu penser que l'économie allait le supporter. Tout le monde se disait, la transition énergétique va s'enclencher par le jeu du marché. Les modes de consommation vont changer, on va moins utiliser la voiture, etc. Ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Donc le signal prix a quand même une limite. Et même à l'inverse, ce prix qui s'est élevé a rendu rentable les pétroles de schiste et a amené à cette 4 millions de barils de pétrole de schiste ont été mis enfin pas que de pétrole de schiste, mais de pétrole non conventionnel, ont été mis sur le marché en une dizaine d'années. 4 millions en plus par jour. Voilà ce que ça a été l'effet prix de la hausse des prix du pétrole. Encore une fois, les pétroles de schiste n'ont pas été découverts par la Chine, un pays émergent qui a besoin de pétrole, mais par la première puissance mondiale, les États-Unis. Tout comme les sables bitumineux, qui sont le pétrole le plus sale au monde, a été découvert par le Canada, un pays riche. Donc ça, ce sont une forme de déni climatique, vous voyez, qu'il faut dénoncer, il faut le dénoncer. Si on doit laisser 2/3 des réserves sur Terre, qu'est-ce qu'on va aller chercher du sable bitumineux ou du pétrole en Guyane à 6000 mètres de profondeur? Ou même en Arctique, où notre compagnie nationale est intéressée pour aller faire des forages en Arctique, parce que vous savez, la glace a fondu en Arctique, donc on peut faire des forages. Vous voyez, donc c'est bon. Une compagnie russe, française et américaine. Donc voilà. Donc, je finis. Donc il y a quand même une forme de déni, et là-dessus, il faut le dénoncer. Et je pense que les ONG ont un rôle important, comme l'a dit Jean-Marie Chevalier. Ensuite, il y a la consommation, le levier de la consommation. Alors là, moi, je suis entièrement d'accord. Le bâtiment, c'est 44% de la consommation d'énergie. Il y a 4 millions de passoires énergétiques sur les 32 millions de logements. Vous avez 6 millions de logements qui sont seulement aux normes. Donc là, il y a du travail. Alors là, pour le coup, on cherche des leviers de croissance en pleine élection. Là, il y a du travail pour tout le monde. Là, il y a vraiment du travail manuel à tous les niveaux. Là, vraiment pour les remettre des ingénieurs aux ouvriers. Donc, mais il n'y a pas les fonds. Parce qu'il faudrait 10 milliards par an, 10 milliards pour rénover 500 000 logements. Et on nous demande d'économiser 20 milliards
100 milliards en 5 ans, selon M. Fillon. Donc il n'y a pas des fonds. Oui, nous sommes endettés, c'est très grave. Maintenant, l'histoire nous rappelle une chose, c'est qu'au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, vous saviez quelle était notre dette? 200% du PIB. Et vous pensez qu'on a remboursé notre dette et qu'on a eu les 30 glorieuses en faisant la politique que l'on pratique aujourd'hui, de coupe de dépenses publiques, de respect du budget? Si on avait fait ça, on n'aurait jamais connu le nucléaire, on n'aurait jamais connu le TGV, on n'aurait jamais même connu le Concorde, qui a été un fiasco pour le coup, on n'aurait jamais fait tous ces investissements, on n'aurait jamais fait cette reconstruction d'après-guerre. On l'a remboursé en restructurant la dette, et en premier lieu la dette de l'Allemagne, et en jouant avec de l'inflation, en laissant un peu filer l'inflation, mais pas de l'inflation à 50%, en laissant un peu filer. C'est comme ça que nous avons remboursé notre dette. Si nous avions appliqué les politiques que l'on applique en Grèce ou en France, on n'aurait jamais connu ce développement. C'est clair. Aujourd'hui, notre dette nous empêche d'investir, mais notre dette nous empêche d'investir, et si nous acceptons ces règles du jeu, c'est parce que nous sommes conformistes. Voilà. Si nous avions fait la même chose à l'après-guerre, nous n'aurions pas connu ce capitalisme de reconstruction. Dernière chose, donc c'est pour ça que là je rejoins après ce que je... Et puis alors encore une fois sur les financements, ça me fait rire, moi. Vous avez raison sur la transition énergétique, c'est vrai que les financements ne vont pas à la transition énergétique. Ils vont par exemple à Uber, vous connaissez Uber? Bon, Uber a perdu 1 milliard en 6 mois, 1 milliard tranquille de pertes, puis il fait une levée de fonds de 12 milliards. Alors c'est la nouvelle technologie, c'est super. Elon Musk nous dit oui, je vais mettre 1 million de personnes sur la Lune en 2030. Tout le monde dit ah mais c'est super, prendre de l'argent, des milliards, c'est génial. Bon, bah voilà, là il y a un vrai problème de financement. Alors pareil, est-ce qu'on dit oui c'est normal, c'est une nouvelle technologie, personne n'y comprend rien, on y croit, c'est super, ou est-ce qu'on se dit il y a un problème, il faut réguler un moment? Est-ce qu'on se dit ça? Voilà, c'est ça la vraie question. Là, on a l'impression qu'on est victime des marchés financiers comme si c'était une force divine qui venait d'ailleurs. Mais c'est nous qui avons construit cette dépendance en déréglementant comme des malades. C'est nous. Donc c'est à nous de reprendre ce pouvoir. Les marchés financiers, ce n'est pas une force qui vient du ciel. C'est des marchés financiers qu'on a orchestrés nous-mêmes, avec du lobbying, etc. Donc ça aussi, il faut sortir de ce conformisme. Alors, voilà ce que je pense, moi. Et ce que je préconise, donc vous le savez très bien, c'est ce qu'on a fait après la Seconde Guerre mondiale. On était dans un état de finances publiques beaucoup plus grave, un état de pauvreté beaucoup plus grave. Et on a eu 30 ans de forte croissance parce qu'on a voulu faire un capitalisme de reconstruction d'après-guerre avec cet état stratège. Moi, je propose qu'on fasse un capitalisme, cette fois-ci orienté vers la transition énergétique. On ne sait plus quoi faire aujourd'hui. Ce qu'on offre aux gens, c'est il faut flexibilité, je sais pas, la loi travail, enfin, les autobus pour créer 1500 emplois, enfin, n'importe quoi. Recommençons à penser grand. Voilà. Refaisons un capitalisme, un plan de relance, de reconstruction, mais orienté vers la transition énergétique. Ça va créer des emplois, ça répondra à quelque chose de concret, le climat. Et puis voilà, et ça a bien fonctionné, on l'a vu dans le passé. Donc sortons de ce conformisme et lançons-nous là-dedans.